Chapitre 1. Le masque tombe. Derek Danton était assis dans la salle d'attente exiguë du palais de justice. Ses mains burinées reposaient calmement sur ses genoux. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant des ombres crues sur son visage anguleux. À 52 ans, Dererick avait appris à bien porter un masque. Le mari aimant, l'entrepreneur en difficulté, l'homme brisé. Aujourd'hui, il allait se débarrasser du dernier. Monsieur Danton, la voix de l'huissier le frappa de plein fouet. Audience en cours. Derek rajusta son costume volontairement bon marché, un costume qu'il portait depuis des mois pour faire croire à son désespoir. En entrant dans la salle d'audience, il aperçut Tracy Hart assise à côté de son nouveau mari, Stuart Gibson. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, sa robe de créateur contrastant fortement avec l'apparence de Dererick sortie d'une friperie. Elle ne lui jeta même pas un coup d'œil. Stuart Gibson, 38 ans, d'une beauté arrogante, se laissa aller au fond de son fauteuil avec l'assurance d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné. Sa montre de luxe reflétait la lumière tandis qu'il faisait un geste dédaigneux à Derek. L'homme ignorait qu'il fixait son propre bourreau. Le juge Henry Harris, un homme corpulent d'une soixantaine d'années aux cheveux gris clairsemés, entra dans la salle d'audience. Dererick avait consacré beaucoup de temps à faire des recherches sur Harris, ses dettes de jeu, ses week-ends à Atlantic City, son amitié avec l'oncle de Stuart, le procureur Nelson Gibson. Autant d'informations utiles pour la suite. Le procès commença comme prévu. La voix suffisante de Stuart emplissait la salle d'audience tandis qu'il dépeignait Derek comme un homme d'affaires raté, un mari absent, un homme indigne de leurs 23 ans de mariage. Votre honneur, mon client mérite la garde exclusive de son fils, David, et l'intégralité de ses biens matrimoniaux, déclara Stuart d'une voix teintée d'une fausse sympathie. Monsieur Denan s'est montré incapable d'assurer ne serait-ce qu'une stabilité élémentaire. La mâchoire de Dererick se serra à l'évocation de David, 18 ans. Son fils avait choisi le camp de Tracy des mois auparavant, séduit par des promesses de voitures de luxe et de frais de scolarité que Dererick était censé ne pas pouvoir lui offrir. Le garçon ignorait que son père finançait le train de vie de sa mère depuis un an, observant, attendant, planifiant. Tracy se pencha en avant, sa voix douce et venimeuse. Dererick n'avait jamais compris ce que signifiait véritablement subvenir aux besoins d'une famille. Il était toujours trop absorbé par ses petits projets de construction pour voir qu'il nous en fallait plus. Ce qu'elle ignorait, c'est que les petits projets de Dererick n'étaient que des façades élaborées. Ces 5 dernières années, Dererick avait bâti quelque chose de bien plus précieux que des maisons. Un réseau d'associés fidèles, chacun avec ses propres raisons de haïr des gens comme Stuart et Tracy. Des hommes qui avaient tout perdu à cause d'avocats corrompus et d'épouses infidèles. Des hommes qui comprenaient que parfois, pour rendre justice, il fallait prendre les choses en main. L'audience se poursuivit, l'avocat commis d'office de Dererick, Joel Hobbs, formulant des objections hésitantes, rapidement rejetées. Hobbs était exactement ce que Dererick avait demandé, suffisamment incompétent pour lui assurer une défaite éclatante. L'homme ignorait totalement que son client avait orchestré sa propre destruction juridique. À mesure que la matinée avançait, Derek remarqua les signes subtils qui l'attendaient. La façon dont Stuart consultait son téléphone, le regard nerveux que Tracy lançait vers les portes du tribunal, le léger tremblement des mains du juge Harris tandis qu'il triait des papiers. Ils attendaient tous quelque chose ou quelqu'un. Le téléphone de Dererick vibra une fois. Un simple SMS, le colis était livré. La première étape était terminée. 23 ans plus tôt, Dererick avait rencontré Tracy dans un restaurant du centre-ville de Chicago. Elle était serveuse, pleine de grands rêves et d'un sourire à faire fondre l'acier. Il était tombé amoureux de la fille qui parlait d'ouvrir son propre restaurant un jour, qui semblait s'illuminer lorsqu'il lui décrivait son projet de bâtir un empire de la construction. La première fissure dans leur mariage était survenue 5 ans plus tard, lorsque l'entreprise de Dererick avait traversé une période difficile. Au lieu de le soutenir, Tracy était devenue distante et critique. Elle avait commencé à fréquenter des amis que Dererick ne rencontrait jamais, rentrant de plus en plus tard. Il avait ignoré les signes avant-coureurs et s'était investi dans la reconstruction de son entreprise. À leur 15e anniversaire, Dererick avait fait de Danton Construction un modeste succès. Mais Tracy avait déjà entamé sa liaison avec Stuart, qu'elle avait rencontré lors de la collecte de fonds de l'école de David. Dererick avait découvert la trahison grâce à un détective privé qu'il avait engagé pour enquêter sur les antécédents de Stuart. Au départ, une simple vérification de routine pour un parent inquiet pour le mari de l'institutrice de son fils. Les photos avaient été bouleversantes.
Tracy et Stuart dans des chambres d'hôtel, des restaurants, riant ensemble comme elles n'avaient pas ri avec Derek depuis des années. Mais ce qui avait transformé le chagrin de Derrick en quelque chose de bien plus sombre, c'était la découverte des habitudes de Stuart. Ce n'était pas la première fois qu'il brisait un mariage. Stuart Gibson s'était spécialisé dans le ciblage des épouses d'hommes prospères, les manipulant pour les forcer à divorcer, ruinant financièrement leur mari. Derrick avait passé les 3 années suivantes à se préparer. Il avait liquidé des actifs discrètement, transféré de l'argent via des sociétés écrans et, surtout, trouvé d'autres victimes des tactiques prédatrices de Stuart. Des hommes comme Lewis Macmillan, qui avait perdu son entreprise de transport routier et ses enfants. Des hommes comme Wayne Gibbs, dont l'ex-femme avait tout pris et avait déménagé à l'autre bout du pays. Des hommes qui comprenaient que le système était manipulé contre eux. Ensemble, ils avaient formé quelque chose d'officieux, quelque chose qui existait dans l'ombre de la société légitime. Ils ne se disaient rien, n'avaient aucune structure formelle, mais ils partageaient ressources, informations et, si nécessaire, partageaient leur vengeance. Alors que Derrick, assis dans ce palais de justice, écoutait sa femme et son amant se partager la vie qu'il avait construite, il s'autorisa un léger sourire. Il pensait assister à sa destruction. En réalité, ils allaient assister à leur propre acte. Chapitre 2, les titans du web. La pause arriva à 11h47 précise. Derrick comptait les minutes, sachant que la routine de Stuart ne variait jamais. L'homme était ennemi ne s'attendait pas. Il était devenu leur pire cauchemar. Un homme qui n'a plus rien à perdre, des ressources illimitées et une armée d'hommes tout aussi brisés qui ont appris que parfois la seule façon d'obtenir justice est de l'obtenir soi-même. Le gambit du diable avait réussi au-delà de ses espérances les plus folles, et Derek Danton ne faisait que commencer. Chapitre 9, l'Empire des Ombres. 5 ans après la scène de tribunal qui avait tout déclenché, Derek était assis dans son bureau en attique surplombant Manhattan. À 57 ans, il était devenu quelque chose que le système judiciaire ne pouvait classifier et que les forces de l'ordre ne pouvaient toucher. Un empereur de l'ombre qui rendait la justice en dehors des limites du droit conventionnel. La Fondation Danton, son visage public, était une association caritative qui aidait les hommes divorcés à reconstruire leur vie. Elle offrait une aide juridique, des conseils financiers et un soutien psychologique aux hommes qui avaient tout perdu en divorce. Sur le papier, c'était une organisation à but non lucratif légitime qui avait aidé des milliers d'hommes à travers le pays. En réalité, c'était la façade du réseau de vengeance le plus sophistiqué de l'histoire américaine. Sir Meredith Nichols, désormais son chef des opérations, entra avec les briefings matinaux. Nous avons des nouvelles de l'affaire Morrison. Derek examina le dossier. L'affaire Morrison était typique de leurs opérations actuelles. Un ingénieur informatique de Seattle dont la femme avait fabriqué des accusations d'abus et volé son entreprise. 6 mois après avoir contacté la fondation, l'épouse avait été démasquée pour fraude à l'assurance. Le juge corrompu avait été inculpé de corruption et Morrison avait récupéré la garde de ses enfants. Excellent travail, dit Derek. Et l'expansion? Meredith afficha une carte sur l'écran mural. Des points rouges marquaient leurs centres opérationnels à travers l'Amérique du Nord. Nous sommes désormais actifs dans 47 États et 3 provinces canadiennes. Le nombre total de membres approche les 2000 hommes. Derek étudia la carte avec satisfaction. Chaque point rouge représentait une cellule d'hommes trahis par le système et renaissant comme instrument de la justice de Derrick. Médecins, avocats, ingénieurs, anciens militaires, anciens policiers, des hommes prospères, brisés par des tribunaux de divorce corrompus et reconstruits pour devenir quelque chose de bien plus dangereux. Le plus beau, songea Derek, c'est que nous sommes totalement invisibles aux yeux des forces de l'ordre. Elles traquent le crime organisé traditionnel, la drogue, les armes, la prostitution. Elles ne comprennent pas un réseau bâti autour de la vengeance et du châtiment. Son téléphone sonna. L'afficheur affichait un numéro qu'il reconnaissait. David Danton, son ancien fils. Derrick laissa sonner 3 fois avant de répondre. Que veux-tu, papa? S'il te plaît. Je sais que tu ne veux pas de mes nouvelles, mais j'ai quelque chose à te dire. La voix de Derrick était glaciale. Tu as perdu le droit de m'appeler papa il y a 5 ans. Que veux-tu, David? Maman est mourante. Derrick n'a rien ressenti à ces mots et elle a un cancer du pancréas. Les médecins disent qu'elle a peut-être 3 mois. La voix de David se brisa. Elle te réclame. Elle veut te voir. Elle peut vouloir tout ce qu'elle veut,
répondit calmement Derrick. Tracy a fait son choix en choisissant Stuart plutôt que notre famille. Elle peut vivre avec les conséquences de ce choix ou, dans ce cas, mourir avec. Papa, s'il te plaît. Elle souffre. Elle est seule. Elle n'a ni argent, ni assurance. C'était toujours le plan. Derrick l'interrompit. Tracy a passé 3 ans à essayer de me détruire financièrement. J'ai passé les 5 dernières années à m'assurer qu'elle vive dans la pauvreté à laquelle elle a tenté de me condamner. Si elle souffre, c'est justice. C'est ma mère et tu as été de son côté quand il le fallait. Derrick a dit, tu l'as aidé à essayer de me détruire. Tu as menti sous serment pour l'aider à voler tout ce que j'avais construit. Tu as choisi l'argent plutôt que la loyauté, David. Voici les conséquences de ce choix. Derek entendait David pleurer à l'autre bout du fil. Quel genre d'homme es-tu? Elle est en train de mourir, et tu ne ressens rien. Je suis le genre d'homme que toi et ta mère avez créé, a répondu Derrick. Je suis le résultat inévitable de ta trahison. Tu voulais l'argent de Stuart plus que l'amour de ton père. Tu voulais les mensonges de ta mère plus que la vérité de ton père. Maintenant, tu peux vivre dans le monde que tu as choisi. Papa, je sais que j'ai fait des erreurs. Tu n'en as pas fait, David. Tu as fait des choix, et les choix ont des conséquences. Derrick raccrocha et retourna à son travail. Sur son bureau se trouvaient des photos de Tracy, membre de son équipe de surveillance, une femme d'une 50aine d'années aux yeux creux, mourant seule dans un hôpital de Portland. Elle paraissait plus âgée que son âge réel, épuisée par des années de travail au SMIC et le stress de la pauvreté. Derrick n'éprouvait aucune sympathie, aucun regret, aucune trace de l'amour qu'il avait autrefois éprouvé pour elle. Elle avait cherché cette guerre en choisissant de le trahir. Maintenant, elle pouvait en affronter seule les conséquences. Son interphone vibra. « Monsieur Danton, il y a un monsieur ici pour vous. » Il dit s'appeler Théodore Messia. Derek sourit. Les nouvelles recrues étaient toujours les bienvenues. Envoyez-le. Théodore Messia était un homme d'une 40aine d'années, bien habillé, mais avec ce regard hanté que Derek reconnaissait chez toutes ses recrues potentielles. Le regard d'un homme systématiquement détruit par des personnes en qui il avait confiance. « Monsieur Danton, j'ai entendu dire que vous aidiez des hommes comme moi. Cela dépend du genre d'homme que vous êtes. Théodore, veuillez vous asseoir et me raconter votre histoire. » L'histoire de Théodore était familière. Un architecte à succès dont la femme avait été manipulée par un avocat prédateur pour divorcer, le laissant sans rien. Ses enfants s'étaient retournés contre lui. Son entreprise avait été volée. Et il était au bord de la faillite. Le système m'a laissé tomber, dit Théodore avec amertume. Les tribunaux, les avocats, les juges, ils sont tous dans le même bateau. Ils prennent des hommes de bien et les détruisent pour le profit. Derrick hocha la tête avec compassion. Le système est corrompu, Théodore. Mais le système n'est pas tout-puissant. Il existe des alternatives pour les hommes prêts à se défendre. Quelles alternatives? Derrick se leva et se dirigea vers sa fenêtre. En contrebas, la ville s'étendait dans toutes les directions. Des millions de personnes vivaient leur vie, ignorant que la vraie justice opérait dans l'ombre au-dessus de leur tête. Le genre d'alternative qui fonctionne vraiment, Théodore. Le genre qui garantit que ceux qui ont détruit ta vie subissent les conséquences de leurs actes. Derek se retourna pour faire face à sa recrue potentielle. L'avocat de ton ex-femme, Martin Ross, a fait cela à 17 autres hommes. La juge qui t'a donné tort, Patricia Wells, a touché des pots de vin dans 34 affaires. Ils ne sont pas seulement corrompus. Ce sont des prédateurs qui se nourrissent de familles détruites. Les yeux de Théodore s'écarquillèrent. Comment sais-tu tout ça? Parce que la connaissance, c'est le pouvoir, Théodore, et le pouvoir bien appliqué, c'est la justice. Derrick retourna à son bureau et appuya sur un bouton. L'écran mural s'illumina de photos, de documents financiers et d'images de surveillance. Martin Ross fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude fiscale, une enquête qui a débuté lorsque certaines irrégularités financières ont été portées à l'attention du fisc. Le juge Wells est accusé d'avoir accepté des pots de vin. Des accusations fondées sur des preuves mystérieusement apparues en possession du FBI. Théodore fixait l'écran, stupéfait. C'est vous qui avez fait ça. J'ai fait ce que le système aurait dû faire. Derrick corrigea. J'ai veillé à ce que les criminels subissent les conséquences de leurs crimes.
Derek se dirigea vers une armoire et en sortit un épais dossier. Dans ce dossier, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour détruire ceux qui vous ont détruit. Des documents financiers prouvant leur corruption, des conversations enregistrées reconnaissant leurs crimes et, surtout, le soutien d'hommes qui comprennent parfaitement ce que vous avez vécu. Théodore ouvrit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des documents qui anéantiraient définitivement ses ennemis. Des preuves de corruption, de fraude et de complot qui les enverraient en prison pour des décennies. Que voulez-vous en échange, demanda Théodore. D'Eureriquez son sourire était froid. Loyauté. Quand on vous appelle, vous répondez. Quand on a besoin d'aide pour détruire quelqu'un qui s'en prend à des hommes de bien, vous mettez vos compétences à contribution. Vous participez à quelque chose de plus grand que la vengeance. Tu fais partie d'un réseau qui fait en sorte que les prédateurs subissent les conséquences de leurs actes. Théodore hocha lentement la tête. Que dois-je faire? Rien que tu ne veuilles faire de toute façon, dit D'Eureric. Aide-nous à détruire ceux qui t'ont détruit. Aide-nous à construire un monde où les hommes de bien n'auront pas à accepter l'injustice. Alors que Théodore partait avec son dossier de preuves, D'Eureric retourna à ses écrans. Dans tout le pays, son réseau fonctionnait à plein régime. Des juges corrompus étaient démasqués. Des avocats prédateurs étaient poursuivis au pénal. Et des ex-épouses manipulatrices apprenaient que la trahison avait un prix. D'Eureric était devenu un personnage sans précédent dans l'histoire américaine. Un homme qui avait bâti un empire de l'ombre voué à rendre la justice en dehors des lois. Son réseau opérait à la frontière entre le légal et l'illégal, le moral et l'immoral, la justice et la vengeance. Le Derek de nain qui siégeait dans ce palais de justice 5 ans auparavant, vêtu d'un costume bon marché et jouant le rôle d'un homme brisé, était mort. À sa place se tenait quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui avait appris que parfois, le seul moyen de trouver justice est de la créer. Toi-même. Son téléphone vibra, un SMS de David lui parvint. Maman était morte ce matin. Les funérailles étaient jeudi. D'Eureric effaça le message sans répondre. Tracy Hart avait choisi sa voie en trahissant sa famille. Maintenant, elle avait atteint le bout de ce chemin, seule et oubliée. D'Eureric retourna à son travail, planifiant la destruction du prochain fonctionnaire corrompu qui oserait s'en prendre à des hommes de bien. Le stratagème du diable avait réussi au-delà de ses rêves les plus fous, et Derek de nain était exactement là où il devait être. À la tête d'un empire des ombres, rendant une justice que le système ne pourrait jamais rendre. Il était devenu ce que ses ennemis auraient dû craindre le plus. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout ce qu'il fallait pour gagner. La guerre ne finirait jamais et D'Eureric ne voulait pas qu'il en soit autrement. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. Prévisible, une faiblesse que D'Eureric avait passé des mois à recenser. Stuart se dirigea vers les toilettes hommes avec son arrogance habituelle. Le téléphone déjà collé à son oreille. D'Eureric attendit 30 secondes avant de le suivre. Les toilettes étaient vides, à l'exception de Stuart, plongé dans une conversation animée avec quelqu'un au sujet de la conclusion de l'affaire avant 15 heures. Des pros, Stuart, demanda D'Eureric d'un ton désinvoltant se lavant les mains au lavabo adjacent. Stuart lui jeta un coup d'œil, son expression passant de la surprise à l'amusement. Rien que je ne puisse gérer, Derek. Contrairement à certaines personnes, je sais gérer mes affaires. Derek s'essuya lentement les mains, croisant le regard de Stuart dans le miroir. Des liaisons? Intéressant choix de mots. Tu vois ce que je veux dire, dit Stuart en raccrochant. Écoute, Derek, je me sens presque mal. Mais Tracy mérite mieux que ce que tu pourrais lui donner. Et tu es meilleur. Le sourire de Stuart était d'une netteté remarquable. Je suis tout ce que tu n'es pas, réussi, connecté, capable d'offrir à une femme comme Tracy. D'Eureric hocha la tête pensivement. Tu sais, Stuart, je me demandais quelque chose. Comment savais-tu que le juge Harris serait affecté à cette affaire? L'espace d'un instant, la confiance de Stuart vacilla. Qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout. Je suis juste curieux de connaître la coïncidence. Ton oncle est ami avec le juge. La mâchoire de Stuart se serra. Attention, Derek. Tu commences à avoir l'air d'un mauvais perdant. Derek se tourna pour lui faire face. Tu n'as aucune idée de la voix que j'ai quand je perds Stuart.
Parce que je n'ai pas encore perdu. Avant que Stuart puisse répondre, le téléphone de Dererick sonna. Un autre SMS. Bird a atterri. Le téléphone de Stuart sonna aussitôt. Dererick vit le visage de l'avocat se vider de ses couleurs tandis qu'il répondait. Que entendez-vous par « disparu » La voix de Stuart s'éleva brusquement. Impossible. Je l'ai enfermé moi-même dans le coffre-fort. Dererick se dirigea vers la porte, s'arrêtant pour regarder en arrière. C'est drôle comme les choses peuvent disparaître si vite. N'est-ce pas, Stuart ? De retour dans la salle d'audience, Dererick remarqua l'agitation croissante de Tracy. Elle jetait des coups d'œil à son téléphone, ses doigts parfaitement manucurés tambourinant sur la table. Le juge Harris semblait lui aussi distrait. Son attention était constamment attirée par les portes de la salle d'audience. À la reprise des débats, l'assurance de Stuart s'était évaporée. Ses arguments s'éparpillèrent, distraits. À 2 reprises, le juge Harris dut lui demander de répéter. « Votre honneur » dit Stuart d'une voix tendue. « Je dois demander une brève suspension d'audience. Il y a eu une affaire urgente. » « Refusé » rétorqua le juge Harris. « Nous avons déjà eu une pause. Continuons. » L'avocat de Dererick, Joel Hobbs, se leva d'un pas hésitant. Malgré sa rémunération. Pour abandonner l'affaire, il semblait sincèrement déconcerté par le changement soudain d'atmosphère. « Votre honneur, si vous me le permettez, vous ne le pouvez pas, » interrompit Harris. « Monsieur Gibson, présentez vos conclusions. » Stuart s'efforça de résumer de manière décousue les raisons pour lesquelles Derek ne méritait rien. Son téléphone vibrait sans cesse, chaque notification le rendant visiblement plus mal à l'aise. Tracy se pencha plusieurs fois pour murmurer des questions urgentes, mais Stuart se contenta de secouer la tête. Quand ce fut le tour de Dererick de parler, il se leva lentement. Le silence retomba dans la salle d'audience. « Votre honneur, je ne prendrai pas trop de votre temps. Je sais que ce tribunal a déjà rendu sa décision. » La voix de Dererick était calme, mesurée, mais je veux dire une chose à ma femme. Il se tourna vers Tracy. Ses yeux bleus, autrefois si captivants, semblaient maintenant nerveux, presque effrayés. 23 ans, Tracy. 23 ans, je t'ai donné tout ce que j'avais. Mon amour, ma confiance, mon dévouement, et tu as tout gâché pour un homme qui gagne sa vie en détruisant des familles. Le visage de Tracy s'empourpra. Derek, tu ne peux pas. Je n'ai pas fini. La voix de Dererick trancha sa protestation comme de la glace. Tu veux savoir ce que j'ai appris ces 3 dernières années? J'ai appris que certaines trahisons sont impardonnables. Certaines blessures ne guérissent jamais. Et certaines personnes, il marqua une pause, son regard se tournant vers Stuart. Certaines personnes confondent gentillesse et faiblesse. Stuart commença à protester, mais Dererick leva la main. J'ai aussi appris que la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il donne, mais à ce qu'il. Le sourire de Dererick était froid, prédateur. Vous allez vous aussi apprendre la leçon, Stuart. Le juge Harris frappa du marteau. Monsieur Danton, vous aussi, vous allez limiter vos propos. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement. Les agents fédéraux entrèrent en masse, leurs badges étincelants. L'agent principal, une femme d'une 40aine d'années au visage sévère, se dirigea droit vers la table de Stuart. Stuart Gibson, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude électronique, blanchiment d'argent et racket. Le chaos s'installa dans la salle d'audience. Tracy hurla en se levant d'un bond. Le visage de Stuart devint blanc tandis que les menottes claquaient autour de ses poignets. C'est impossible, hurla Stuart. J'exige de parler à mon oncle. L'agent principal sourit d'un air sombre. Le procureur Nelson Gibson est actuellement arrêté à son bureau, en compagnie du juge Marcus Webb du 5e circuit et de l'avocat Charles Morrison. Tout votre réseau est en train de tomber, monsieur Gibson. Derek resta assis, observant le chaos. Les événements se déroulèrent avec la satisfaction sereine d'un homme dont les plans se déroulaient exactement comme prévu. Tracy se tourna vers lui, le visage empreint de confusion et d'horreur grandissante. « Que as-tu fait » murmura-t-elle. Dererick se redressa lentement, redressant son costume bon marché. « Je te l'ai dit, Tracy, tu n'as jamais vraiment su qui j'étais. » Alors qu'on emmenait Stuart menotté, il croisa le regard de Derek. La complicité qui s'établit entre eux fut électrique. Stuart réalisa enfin qu'il ne chassait pas une proie.
Il tombait dans un piège tendu par quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le téléphone de Derrick vibra une dernière fois. Le message était simple. Le diable te salue. Le juge Harris, transpirant à grosses gouttes, tenta de reprendre le contrôle de sa salle d'audience, mais Derrick se dirigeait déjà vers la sortie, laissant derrière lui le masque qu'il portait depuis si longtemps. Le vrai Derek Den était enfin prêt à émerger. Chapitre 3. Sang et trahison. La planque était un entrepôt. Quelconque dans la zone industrielle, le genre d'endroit qui se fond dans le paysage urbain. Derrick l'avait acquis via une société écran 3 ans auparavant, l'une des dizaines de propriétés qu'il avait accumulées sous différents noms. Ce soir-là, elle servirait de lieu d'éducation à Stuart Gibson. Stuart était suspendu à des chaînes renforcées, son coûteux costume déchiré et ensanglanté. L'arrestation fédérale avait été une véritable mise en scène. Les associés de Derrick avaient des uniformes, des badges, tout ce qu'il fallait pour convaincre un tribunal d'observateurs paniqués. Le véritable FBI ignorait totalement que Stuart Gibson existait sur son radar. Derrick soupçonnait cependant que cela pourrait changer une fois les crimes réels de Stuart correctement documentés. « Tu es fou, halta Stuart, du sang coulant de sa lèvre fendue. On va me chercher. Mon oncle. Ton oncle est actuellement ligoté dans sa propre cave, dit Derrick sur le ton de la conversation, ajustant les poignets de sa chemise. Fini le costume bon marché, remplacé par un vêtement noir parfaitement coupé qui révélait l'homme mince et dangereux qui se cachait en dessous. Ne vous inquiétez pas, il est vivant pour l'instant. Lewis Macmillan émergea de l'ombre, portant une boîte à outils qui tintait de manière inquiétante à chaque pas. L'ancien propriétaire d'une entreprise de transport avait tout perdu lors d'un divorce orchestré par Stuart 2 ans plus tôt. Son ex-femme avait disparu avec leur jumelle en Californie, ne laissant à Lewis que dette et rage. C'est lui que Lewis demanda, posant ses outils avec un soin délibéré. C'est lui, confirma Derek. Stuart Gibson, écuyer, destructeur de famille, prédateur d'épouses solitaires. Le regard de Stuart passa de l'un à l'autre, comprenant enfin l'ampleur de la situation. Écoute, Derek, on peut trouver une solution. Je sais que tu es en colère. Le revers de Derrick projeta la tête de Stuart sur le côté. Arrête. Tu n'as plus le droit d'utiliser mon nom. Tu as perdu ce privilège en décidant de déchirer ma famille. Wayne Gibbs s'avança dans la lumière, ses mains balafrées se contractant. Son divorce avait été encore plus compliqué que celui de Louis. Stuart avait aidé son ex-femme avait inventé des accusations de violence qui avaient conduit Wayne en prison pendant 6 mois. Lorsqu'il fut innocenté, son entreprise de construction était en faillite et ses enfants s'étaient retournés contre lui. À mon tour, demanda Wayne en faisant craquer ses articulations. Derrick secoua la tête. Pas encore, Stuart. Et il faut d'abord que j'aie une conversation. Il tira une chaise et s'assit juste en face de l'avocat suspendu. Tu sais, Stuart, je t'observe depuis 3 ans. Tes habitudes, tes méthodes, tes victimes. Tu es remarquablement cohérent. Stuart a craché du sang. Vous êtes tous fous. C'est un enlèvement. C'est la justice. Derrick l'interrompit. Quelque chose que tu ne reconnaîtrais pas si ça te mordait les fesses. Derrick se dirigea vers une table où étaient étalées des photos. Il en choisit une et la brandit. Stuart et Tracy dans une chambre d'hôtel, nuit ailleurs. 15 décembre 2022, Hilton Downtown, chambre 847. La voix de Derrick était impassible. C'était la première fois que tu aimes ma femme. Tu veux savoir comment je le sais? La défiance de Stuart s'estompait, remplacée par une peur grandissante. Derek continua en sélectionnant d'autres photos. 3 janvier 2023. Le Marriott, 21 février. Même hôtel, chambre différente. Tu as développé une sacrée routine, n'est-ce pas? Toujours à la même heure. Toujours payé en liquide. Toujours sous le faux nom de Thomas Mitchell. Comment as-tu fait? Parce que je t'observe depuis le premier jour. Le sourire de Derek était glacial. Tu pensais vraiment être le premier à enquêter sur l'autre? Dès que tu as commencé à fouiner autour de ma femme, j'ai tout appris sur toi. Il fit un geste vers Lewis, qui ouvrit sa boîte à outils et en sortit une paire de pinces. Stuart Gibson, né à Philadelphie en 1985. Tes parents sont morts dans un accident de voiture quand tu avais 12 ans. Conducteur ivre, n'est-ce pas? Élevé par ton oncle Nelson,
Qui a tiré les ficelles pour te faire des études de droit malgré tes notes médiocres? La respiration de Stuart s'est accélérée. Paniqué. Ton premier mariage a pris fin lorsque ta femme Michelle a découvert que tu détournais des fonds du fonds fiduciaire de tes clients. Mais oncle Nelson a fait disparaître tout ça, n'est-ce pas? Nouvel emploi, casier judiciaire vierge, nouveau départ. Wayne s'est rapproché, sa présence constituant une menace imminente. Puis est venue ta spécialité, cibler les femmes mariées dont les maris avaient des biens à voler. Catherine Morrison a divorcé de son mari Charles en 2019. Vous l'avez aidé à prendre son cabinet comptable et ses enfants. Charles s'est suicidé 6 mois plus tard. Le visage de Stuart est devenu pâle. Ce n'était pas moi qui l'avais forcé. Rebecca Thompson, 2020. Son mari, David, a perdu son cabinet médical et sa licence après que vous l'ayez aidé à fabriquer des accusations de faute professionnelle. David Thompson vit maintenant dans sa voiture. Derek a sélectionné une autre photo. Stuart riant avec Tracy à la remise des diplômes de David. Jennifer Macmillan, 2021. L'épouse de Lewis. Vous l'avez convaincu que Lewis la trompait, vous l'avez aidé à vider leur compte joint et vous avez facilité sa disparition avec ses filles. Ses filles avaient 8 ans, Stuart. Elles pleuraient leur papa tous les soirs. D'après le détective privé que j'ai engagé pour les retrouver. Les poings de Lewis se sont serrés. Où sont-elles? Derrick a fait un signe de tête à Wayne, qui s'est avancé et a saisi la main gauche de Stuart. L'avocat a crié tandis que Wayne repliait lentement son index vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se brise. San Diego. Stuart halta. Ils sont à San Diego. Jennifer. Jennifer a épousé un homme nommé Rodriguez. S'il te plaît, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Derrick prit une note dans un petit carnet. Adresse. Stuart débita une adresse à travers ses larmes. Derrick fit un signe de tête à Lewis qui sortit son téléphone et passa un appel. Mes filles, demanda doucement Lewis à Derek. Nous serons à la maison dans la semaine. Derrick le rassura. Mes gens en Californie sont très consciencieux. Derrick se retourna vers Stuart, le visage couvert de larmes et de sang. Maintenant, à propos de mon fils David. Et lui? L'expression de Derrick s'assombrit. Tu lui as bourré la tête de poison à mon sujet, en lui disant que j'étais un raté, que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins comme tu le pouvais. Tu as monté mon propre fils contre moi. Derek, je jure que je voulais juste aider. Derrick fit un signe de tête à Wayne, qui cassa le majeur de Stuart d'un craquement écœurant. David a 18 ans maintenant. Derrick continua tandis que Stuart sanglotait. Assez vieux pour faire ses propres choix, et il a choisi de se ranger du côté de l'homme qui a détruit sa famille. C'est une trahison que je ne pardonnerai jamais. Stuart leva les yeux à travers ses larmes. On ne peut pas blâmer un enfant, car je peux blâmer qui je veux, dit Derrick froidement. David avait eu toutes les chances de voir quel genre d'homme tu étais. Au lieu de cela, il a préféré la promesse d'argent facile à la loyauté envers son père. Cela fait de lui un complice. Derrick se leva et se dirigea vers ses associés qui l'attendaient. Tracy sera bientôt là. Elle va voir ce qui t'arrive, Stuart. Elle va comprendre le prix de la trahison. Tu ne peux pas lui faire ça. C'est ta femme. Le rire de Derrick était dur, amer. Elle a cessé d'être ma femme au moment où elle t'a choisi. Maintenant, elle n'est plus qu'une cible parmi d'autres. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et 2 autres associés de Derrick entrèrent, traînant Tracy ligotée et bâillonnée entre eux. Ses yeux étaient écarquillés de terreur. Son maquillage parfait était strié de larmes. Derrick avait retrouvé Tracy à l'hôtel de luxe où elle se cachait depuis le drame judiciaire. Elle était en train de faire ses valises, prévoyant probablement de rejoindre sa sœur dans l'Oregon. Au lieu de cela, elle avait trouvé les hommes de Derrick qui l'attendaient dans sa chambre. « Bonjour, ma chérie », dit doucement Derrick en s'approchant de sa femme arrangée. « J'ai pensé que tu devrais voir comment cette histoire se termine. » Les cris étouffés de Tracy résonnèrent dans l'entrepôt tandis que le sourire de Derrick se faisait prédateur. Les masques étaient enfin tombés, et le vrai Derek Denain était prêt à assouvir sa vengeance. Chapitre 4. Le jugement dernier. Les cris étouffés de Tracy se transformèrent en gémissements terrifiés lorsque Derek retira son bâillon. L'entrepôt était froid. L'éclairage industriel projetait des ombres crues sur son visage baigné de larmes.
Elle était attachée à une chaise à 6 mètres de l'endroit où Stuart était pendu. Assez près pour voir chaque détail de sa torture, si loin qu'elle ne pouvait pas l'aider. Derek, s'il te plaît. Tracy halta. Je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas toi. Tu n'es pas un tueur. Derrick observa sa femme, mariée depuis 23 ans. Ses cheveux blonds platine étaient maintenant ébouriffés. Ses vêtements de créateur déchirés et sales. Elle paraissait plus petite, diminuée sans son armure habituelle de vêtements coûteux et son charme d'expert. Tu as raison, dit finalement Derrick. Je ne suis pas un tueur. Pas encore. Il se dirigea vers une table en métal où divers ustensiles étaient disposés avec une précision chirurgicale. Couteaux, pinces, appareils électriques et autres outils que Lewis et Wayne avaient ajoutés à leur arsenal collectif. Mais je suis un homme qui croit aux conséquences, poursuivit Derek en choisissant un petit couteau au manche de nacre. C'était un cadeau de mariage de ta mère. Tu te souviens. Les yeux de Tracy s'écarquillèrent en reconnaissant la lame antique. Derek, s'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais tu m'as blessé. La voix de Derrick resta calme, sur le ton de la conversation. Tracy, tu ne m'as pas blessé. Tu m'as détruit. Il y a une différence. Il se tourna vers Stuart, semi-conscient, du sang coulant de ses doigts cassés. Stuart, tu m'écoutes? Car la suite ne dépend que de toi. La tête de Stuart pencha en avant, puis se releva lentement. Ses yeux étaient vitreux de douleur, mais suffisamment concentrés pour comprendre la gravité de la situation. Je veux que tu racontes à Tracy comment tout a commencé, dit Derrick. Je veux que tu lui expliques comment tu l'as choisi. Dis-lui la vérité sur tes méthodes. La bouche de Stuart s'ouvrit silencieusement un instant avant de parler. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Derrick fit un signe de tête à Wayne, qui saisit le poignet de Stuart et le posa sur une petite table. Sans cérémonie, Wayne abattit un marteau sur les doigts déjà cassés de Stuart. Le cri de Stuart résonna dans l'entrepôt. Mauvaise réponse, dit Derrick calmement. Réessayons. S'il te plaît, sanglota Stuart. Je te dirai tout. Dis-lui comment tu cibles les épouses. Parle-lui de tes méthodes de recherche. La résistance de Stuart s'effondra. Je cible les femmes mariées en difficulté. Les femmes dont le mari est heureux mais distant. Je me renseigne sur leurs origines, leurs centres d'intérêt, leur vulnérabilité. Tracy fixa Stuart avec une horreur croissante. Que dis-tu? Je me suis d'abord lié d'amitié avec David. Stuart continua, ses paroles s'échappant par à-coups. Je savais que si je pouvais me rapprocher de ton fils, je pourrais me rapprocher de toi. J'ai étudié ton mariage, tes disputes avec Derek, tes ressentiments. Ce n'est pas. Tu ne l'as pas fait. La voix de Tracy était à peine un murmure. Derrick se rapprocha de sa femme. Parle-lui des autres femmes, Stuart. Il y en avait. Il y en avait d'autres. Beaucoup d'autres. J'étudie les mariages vulnérables. Puis j'exploite leurs faiblesses. Le visage de Tracy devint blanc. Tu veux dire que ce n'était pas réel? Ce que nous avions? Le rire de Stuart était amer, brisé. Rien de ce que je fais n'est réel, Tracy. Tout est calculé. Chaque mot, chaque geste, chaque promesse. Je trouve des femmes malheureuses et je leur donne ce qu'elles croient vouloir. De l'attention, de l'excitation, la promesse d'une vie meilleure. Derrick vit le monde de Tracy s'effondrer en temps réel. La femme qui l'avait trahi apprenait qu'elle n'était qu'une cible dans une arnaque élaborée. Mais je t'aimais, murmura Tracy. Tu adores l'idée que je te fais, corrigea Stuart. Je suis devenu exactement ce que tu attendais de moi. Sophistiqué, riche, tout ce que tu pensais que Derrick n'était pas, Derrick s'agenouilla près de la chaise de Tracy. Tu comprends maintenant? Tu ne m'as pas quitté par amour. Tu m'as quitté pour un mensonge soigneusement construit. Les larmes de Tracy coulaient à flots. Derek, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas être désolé ne suffit pas, dit doucement Derrick. Être désolé ne répare pas 3 ans de trahison. Être désolé ne ramène pas le respect de mon fils. Être désolé ne guérit pas les dommages que tu as causés. Il se leva et retourna vers Stuart. Mais tu vas te racheter quand même. Derek sortit un document de sa veste. Ceci est une confession complète détaillant ton entreprise criminelle,
Stuart. Fraude à l'assurance, vol d'identité, harcèlement, complot, tout ce que tu as fait pour détruire des familles innocentes. Le regard de Stuart parcourut les papiers. Je ne signerai pas ça. Ce serait la prison à vie. Derick sourit. Signé. Ou je laisserai Wayne et Louis se relayer avec toi pendant les prochaines heures. Ensuite, je jetterai ton corps dans la rivière et je dirai à Tracy exactement à quoi tu ressemblais quand tu es mort. Tu bluffes. L'expression de Derick ne changea pas. Vraiment? Wayne s'avança en faisant craquer ses articulations. Patron, puis-je commencer par ces rotules? La détermination de Stuart vola en éclats. Je vais signer. S'il vous plaît, je vais juste signer. Derick lui tendit un stylo. Avec ses doigts encore fonctionnels, Stuart fit défiler sa signature sur plusieurs pages. Derick étudia attentivement chaque signature, puis fit un signe de tête à Lewis. Apportez ceci à l'inspecteur Morrison. Assurez-vous que les aveux de Stuart parviennent aux bonnes personnes. Alors que Lewis partait avec les documents, Derek se tourna vers Tracy. À ton tour. Que veux-tu de moi? Derek sortit une autre liasse de papier. Les documents de divorce. Tu vas renoncer à tout droit sur mes biens, à la garde de David et à tout contact futur avec ma famille. Tracy fixa les papiers. Derek, s'il te plaît, on ne peut pas en parler? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut surmonter ça. On peut consulter un thérapeute. On peut. Tu peux signer les papiers ou me regarder tuer Stuart. Derick l'interrompit. Ce sont tes seules options. Tu ne le tuerais pas vraiment. Le sourire de Derick était glacial. Tracy, il y a 3 ans, tu pensais me connaître. Tu pensais que j'étais faible, prévisible, un homme qu'on pouvait manipuler et abandonner. Penses-tu bien me connaître maintenant? Tracy regarda autour d'elle dans l'entrepôt, les instruments de torture, les mains cicatrisées de Wayne, le regard froid de Lewis à son retour de course. Elle vit des hommes qui avaient été poussés au-delà de toute limite, qui avaient adopté la violence comme seule forme de justice restante. Si je signe ça, que m'arrivera-t-il? Tu peux partir, dit simplement Derek. Tu sors d'ici ce soir et tu ne nous recontactes plus jamais, ni David. Tu disparais complètement de nos vies et de Stuart. Derek jeta un coup d'œil à l'avocat brisé. Stuart a son propre compte à rendre. Mais ce n'est pas ton problème. Tracy prit le stylo, les mains tremblantes. Et David? C'est mon fils aussi. David a fait son choix, dit Derick froidement. Il a préféré l'argent de Stuart à l'amour de son père. Il a préféré la trahison à la loyauté. Pour moi, je n'ai plus de fils. Derek, tu ne peux pas penser ça. Ce n'est qu'un enfant. Il a 18 ans. Assez vieux pour distinguer le bien du mal. Assez vieux pour choisir son camp. Il a choisi le mal. Tracy signa les papiers, les larmes aux yeux. Derick examina chaque signature, puis fit un signe de tête à Wayne. Emmenez-la aux limites de la ville. Assurez-vous qu'elle comprenne les conséquences de son retour. Tandis que Wayne emmenait Tracy, elle se tourna vers Derek une dernière fois. Je t'ai aimé autrefois. Avant tout ça, je veux que tu le saches. L'expression de Derick ne s'adoucit pas, ça ne fait qu'empirer ce que tu as fait. Seul avec Stuart, Derick tira une chaise. L'avocat était à peine conscient, le corps brisé et l'esprit complètement brisé. Juste encore une chose, Stuart, dit Derick sur le ton de la conversation. Je veux que tu saches que tout ce qui s'est passé aujourd'hui était planifié. La fausse descente du FBI, l'arrestation de Tracy, même tes aveux, tout a été orchestré des mois à l'avance. Stuart releva la tête avec un effort considérable. Que veux-tu dire? Je veux dire, tu n'as eu aucune chance. Dès que tu as commencé à cibler ma femme, tu es tombé dans un piège. Chacun de tes gestes, chaque décision que tu croyais t'appartenir, j'avais 3 longueurs d'avance sur toi. Derek se leva et rajusta sa veste. Les aveux que tu signeras parviendront au vrai FBI dans l'heure. Les preuves recueillies par Lewis corroboreront chaque mot. Tu vas en prison, Stuart, pour très longtemps. Mais tu as dit, j'ai dit que je te laisserais la vie sauf si tu signais les aveux. J'ai tenu parole. Le sourire de Derick était d'une netteté remarquable. Je n'ai jamais parlé de te laisser libre. Alors que Derick se dirigeait vers la sortie,
la voix brisée de Stuart l'appela derrière lui. Quel genre d'homme es-tu? Derrick s'arrêta à la porte, contemplant les ruines de son ancienne vie. Je suis le genre d'homme que tu n'aurais jamais dû croiser, Stuart. Et je suis le dernier visage que tu verras en tant qu'homme libre. Derek s'avança dans la nuit, laissant Stuart attendre l'arrivée d'agents fédéraux légitimes qui le retrouveraient grâce à un renseignement anonyme. Le vrai Derek Denain était enfin sorti de l'ombre, et son travail ne faisait que commencer. Chapitre 5. Les péchés du soleil. 3 mois après l'entrepôt, Derek était assis dans son bureau du centre-ville. Non pas le modeste siège social d'une entreprise de construction que Tracy avait connu, mais le dernier étage d'un gratte-ciel rutilant qui abritait Danton Industries, l'empire commercial qu'il avait bâti en secret tout en jouant le rôle d'entrepreneur en difficulté, valant 200 millions de dollars en croissance. Son assistante, une femme au regard perçant nommée Meredith Nichols frappa et entra sans attendre la permission. « Monsieur Danton, votre fils est là. » Derek leva les yeux des photos de surveillance étalées sur son bureau. Des images de David à l'université de Chicago, où il étudiait le droit avec l'argent de Stuart. L'argent de Stuart qui n'existait plus depuis que ses avoirs avaient été gelés en attendant son procès fédéral. « Faites-le entrer. » David Danton entra dans le bureau avec hésitation, son arrogance habituelle remplacée par l'incertitude. À 18 ans, il ressemblait à une version plus jeune de Derek, mais avec le menton faible et le regard calculateur de sa mère. Il portait un costume coûteux qui lui tombait sur la silhouette. Un garçon essayant de ressembler à un homme. « Papa » dit David maladroitement. « Derek. » Derek le corrigea froidement. « Tu as perdu le droit de m'appeler papa quand tu as choisi ton camp. » David tressaillit, mais insista. « Écoute, je sais que tu es en colère contre maman et Stuart. » En colère. Le rire de Derrick était creux. « David, tu étais dans cette salle d'audience et tu as regardé ta mère et son petit ami essayer de me détruire. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait. Cela va au-delà de la colère et mène à quelque chose de beaucoup plus sombre. » David bougea inconfortablement. « Je ne savais pas vraiment à quoi ressemblait Stuart. Aucun de nous ne l'a fait. N'est-ce pas? » Derek a ouvert un dossier et en a retiré une photo. Ici vous avec Stuart au bar et Steakhouse Gibson. 14 février, Saint-Valentin. Pendant que ta mère était et lui dans une chambre d'hôtel. Vous dîniez avec lui, en riant de ses blagues sur le fait que votre père était un perdant. Le visage de David pâlit. « Comment avez-vous? » « Je vous surveille tous depuis 3 ans, dit Derrick d'un ton neutre. Chaque conversation. Chaque rencontre, chaque trahison. Tu veux savoir ce que je sais de toi, David? » Derrick se dirigeait vers un mur d'écran qui s'animait à son approche. Des dizaines d'écrans diffusaient des images de surveillance. David avec Stuart. David dépense l'argent de Derrick pour des dîners coûteux. David rit tandis que Stuart se moquait des tentatives pathétiques de son père pour sauver son mariage. Le 15 octobre, 2023. Vous avez dit à Stuart que je cachais des actifs. Vous lui avez donné des informations sur mes comptes professionnels, mes propriétés, mes investissements. La voix de Derrick était dénuée d'émotion. Vous l'avez aidé à élaborer une stratégie pour tout me prendre. La bouche de David s'ouvrit et se referma sans bruit. 3 novembre 2023. Vous avez rencontré un détective privé engagé par Stuart pour enquêter sur moi. Tu lui as dit que j'avais un problème d'alcool, un mensonge et que j'avais été violent avec ta mère. Encore un mensonge. Papa, je veux dire Derek, j'étais confus. Maman a dit que tu essayais de lui faire du mal financièrement. 20 décembre 2023. La voix de Derrick coupe les excuses de David. Vous êtes allé voir l'avocat de votre mère et avez signé un affidavit déclarant que j'étais un père inapte. Vous avez témoigné que j'étais émotionnellement violent, négligent et instable. Derek se détourna des moniteurs pour faire directement face à son fils. Vous avez regardé un juge dans les yeux et vous avez menti à mon sujet sous serment. Vous avez commis un parjure pour aider ta mère à voler tout ce pour quoi j'avais travaillé. Le sang-froid de David s'est brisé. Ils m'ont promis que les choses iraient mieux. Stuart a dit qu'il pouvait payer ses études universitaires, ses études de droit, tout ce qu'il ne pouvait pas se permettre. Tout ce que je ne pouvais pas me permettre. Le sourire de Derek était amer. David, as-tu une idée de ce que je vaux? Il désigna le luxueux bureau. Ce bâtiment, je le possède. L'entreprise de construction que vous connaissiez?
C'était une façade. Je dirige un empire de plusieurs millions de dollars depuis 15 ans. David regarda autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. Mais tu as toujours dit que l'argent était serré. Vous conduisiez ce vieux camion et viviez dans cette modeste maison. Parce que je construisais quelque chose, a expliqué Derick. Parce que je voulais que toi et ta mère accordiez de la valeur aux choses qui comptent plus que l'argent. Parce que je pensais que si je t'élevais bien, tu serais aux côtés de ta famille quand ça compte. Derick retourna à son bureau et en sortit un autre dossier. Savez-vous ce que j'ai appris sur vous au cours de ces 3 années d'enquête, David? Tu es exactement comme ta mère. Avide, égoïste et prêt à trahir les gens qui vous aiment pour la promesse d'argent facile. Ce n'est pas juste. Juste. La voix de Derick s'éleva pour la première fois. Tu veux parler d'équité? Laisse-moi te dire ce qui est juste, David. L'équité, c'est faire face aux conséquences de vos choix. Derick appuya sur un bouton de son bureau. La sécurité envoie Monsieur Martinez. Un homme vêtu d'un costume coûteux entra. Lorenzo Martinez, l'avocat de Derick. Il portait une mallette et affichait l'expression satisfaite d'un avocat s'apprêtant à annoncer une bonne nouvelle à son client. Monsieur Martinez, veuillez expliquer à David les conclusions de votre enquête. Lorenzo ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents. Bien sûr, David, nous avons découvert que tu falsifiais la signature de ton père sur des documents financiers depuis 18 mois. Le visage de David est devenu blanc. Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Bordereau de retrait bancaire, demande de prêt, autorisation de carte de crédit. Nous avons des experts en écriture qui peuvent vérifier les contrefaçons. La voix de Lorenzo était professionnelle et détachée. Le montant total que vous avez volé s'élève à environ 47 000 $. Je n'ai rien volé. Maman a dit que je pouvais. Votre mère n'avait aucune autorité légale pour vous autoriser à falsifier la signature de votre père, a poursuivi Lorenzo. Dans l'Illinois, la contrefaçon est un délit de classe 3, passible de 2 à 5 ans de prison. Derick a vu le monde de son fils s'effondrer avec la même froide satisfaction qu'il avait ressentie en voyant la destruction de Stuart. Vous voyez, David, j'ai documenté chaque crime que vous avez commis, chaque mensonge que vous avez dit, chaque mensonge que vous avez brisé. Tu es mon père. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne suis plus ton père, dit doucement Derick. Les pères protègent leurs enfants. Les pères enseignent à leurs enfants le bien et le mal. Les pères se sacrifient pour l'avenir de leurs enfants. Sa voix se durcit. Vous avez rejeté tout cela. Vous avez choisi l'argent de Stuart plutôt que mon amour. Tu as choisi les mensonges de ta mère plutôt que ma vérité. Vous avez choisi la trahison plutôt que la loyauté. David tomba sur une chaise, le visage dans ses mains. Que faire tu veux de moi? Derick ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une seule feuille de papier. Je veux que tu signes ça. David a regardé le document à travers ses larmes. Qu'est-ce que c'est? Un aveu des accusations de faux. En échange de votre signature, je ne porterai pas plainte au pénal. Tu vas simplement disparaître de ma vie pour toujours. Derek, s'il te plaît. Je suis ton fils, ton unique enfant. L'expression de Derick ne s'adoucit pas. Mon fils m'aurait soutenu lorsque sa famille était attaquée. Mon fils aurait compris la manipulation de Stuart. Mon fils aurait choisi la loyauté plutôt que l'argent. Il se pencha en avant. Tu n'es pas mon fils. Vous êtes le fils de Tracy et vous pouvez vivre avec les conséquences de ce choix. La main de David trembla alors qu'il cherchait le stylo. Si je signe ceci, que m'arrive-t-il? Vous obtenez exactement ce que vous avez choisi, a déclaré Derick. La vie sans moi. Plus d'argent, plus de soutien, plus de filets de sécurité. Vous vouliez le monde de Stuart. Vous pouvez l'avoir. Mais Stuart est dans une prison fédérale maintenant, et son argent a disparu. Ainsi, vous apprendrez ce que signifie tracer votre propre chemin dans le monde. J'ai 18 ans. Je ne sais pas comment. Tu aurais dû y penser avant de trahir ta famille. David a signé les aveux en se serrant la main. Derick examina la signature, puis fit un signe de tête à Lorenzo, qui classa le document dans sa mallette. David, a déclaré Derick alors que son ancien fils s'apprêtait à partir. Je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas une vengeance. C'est ça la justice.
Vous avez fait votre choix en vous rangeant du côté des gens qui voulaient me détruire. Maintenant, vous devez vivre avec ce choix. Me pardonneras-tu un jour? Le sourire de Derrick était arctique. David, il y a certaines lignes qui, une fois franchies, ne peuvent jamais être défrancisées. Vous avez franchi cette limite. En choisissant l'argent plutôt que la famille. Quand tu as choisi les mensonges plutôt que la vérité, quand tu les as choisis plutôt que moi. Alors que David atteignait la porte, la voix de Derrick l'arrêta une dernière fois. Votre mère travaille maintenant comme serveuse à Portland. Salaire minimum, pas d'avantages sociaux, vivant dans un studio au-dessus d'un laverie automatique. Si vous voulez tenter de reconstruire votre vie, je vous suggère de commencer par apprendre à quoi ressemble le vrai travail. David est parti sans un autre mot et Derrick s'est retourné vers ses moniteurs de surveillance. Sur un écran, il pouvait voir Tracy servir du café au camionneur lors d'un dîner ouvert toute la nuit, ses vêtements de marque remplacés par un uniforme taché. Sur une autre, Stuart était assis dans sa cellule de prison fédérale, regardant le mur. Sa famille avait disparu, détruite par ses propres choix et par sa vengeance soigneusement orchestrée. Derrick n'éprouvait aucune satisfaction, aucune joie, seulement la froide certitude que justice avait été rendue. Il était devenu exactement ce qu'il l'avait forcé à devenir, un homme sans famille, sans confiance, sans capacité de pardon. Ils avaient créé leur propre bourreau, et désormais ils allaient en subir les conséquences. Derek éteignit les moniteurs et se prépara pour sa prochaine réunion. Il y avait d'autres hommes comme lui là-bas. D'autres maris et pères qui avaient été trahis et abandonnés. Des hommes qui avaient besoin de conseils, de ressources et, surtout, de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Le réseau qu'il avait construit pour détruire Stuart s'étendait, devenant quelque chose de plus grand et de plus dangereux. Derek Denain ne cherchait plus seulement une vengeance personnelle. Il construisait un empire de représailles pour chaque homme rejeté par le système. Et il ne faisait que commencer. Chapitre 6. Le réseau se développe. La rencontre a eu lieu dans une salle à manger privée de l'Union Club, un établissement exclusif que Derrick avait rejoint sous sa véritable identité de PDG de Denain Industries. Autour de la table en acajou étaient assis 12 hommes, chacun représentant une histoire différente de trahison et de perte. Chacun avait trouvé Derek grâce à des recommandations murmurées et à une vérification minutieuse. Curtis Kelly, un ancien détective de police dont la femme l'avait faussement accusé de violence domestique, mettant ainsi fin à sa carrière et à la garde de ses enfants. Kent Moreno, un chirurgien dont l'ex-femme avait conspiré avec son avocat pour fabriquer des allégations de faute professionnelle qui lui ont coûté sa licence médicale. Armando Mullen, un vétéran dont la femme avait vendu leur maison alors qu'il était en déploiement et avait disparu avec ses jumeaux. Messieurs, commença Derek, sa voix portant l'autorité d'un homme qui avait orchestré avec succès la destruction de ses ennemis. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Le système nous a fait défaut. Nos femmes nous ont trahis. Nos enfants étaient retournés contre nous. Et la société s'attend à ce que nous acceptions simplement nos pertes et que nous allions de l'avant. Des hochements de tête d'accord autour de la table. Il s'agissait d'hommes qui avaient été poussés au-delà de leurs limites, qui avaient tout perdu à cause d'avocats corrompus, d'ex-épouses manipulatrices et d'un système juridique qui semblait conçu pour favoriser celui qui pouvait mentir de la manière la plus convaincante. Il y a 6 mois, j'étais là où vous êtes maintenant, a poursuivi Derrick. En colère, amer, se sentant impuissant. Mais j'ai appris quelque chose d'important. L'impuissance est un choix. Nous pouvons choisir de rester des victimes, ou nous pouvons choisir de devenir autre chose. Wayne Gibbs, qui était devenu le lieutenant de Derek dans les mois qui avaient suivi la chute de Stuart, posa une pile de dossiers sur la table. Chacun de vous a fait l'objet d'une enquête, a-t-il déclaré sans détour. Nous connaissons vos histoires, vos finances, vos capacités. Plus important encore, nous savons qu'on peut vous faire confiance. Comment ils ont partagé les bénéfices d'affaires comme la vôtre? Curtis a ouvert son dossier, son visage s'assombrissant lorsqu'il a lu « Bon Dieu, il mène cette arnaque depuis des années. » Monsieur Moreno, votre dossier contient la preuve que l'avocat spécialisé en faute professionnelle de votre ex-femme a fabriqué de fausses déclarations contre des médecins qui ont réussi. Votre affaire était l'une des 17 poursuites frauduleuses identiques. Les mains de Kent se crispèrent alors qu'il examinait les documents. Ces salauds ont détruit ma carrière à cause de mensonges. Derek continua autour de la table, chaque homme découvrant que sa tragédie personnelle faisait partie d'un schéma plus large de corruption et d'exploitation. Au moment où il eut fini, la pièce était électrique de rage. Maintenant, dit calmement Derrick.
Vous comprenez à quoi nous sommes confrontés. Il ne s'agit pas d'une collection d'incidents isolés. Il s'agit d'un réseau de prédateurs qui gagnent leur vie en détruisant des familles comme la nôtre. Armando leva les yeux de son dossier. Que proposez-vous que nous fassions à ce sujet? Le sourire de Dereric était prédateur. Nous devenons ce qu'ils craignent le plus. Nous nous organisons. Nous partageons des ressources, des informations et, lorsque cela est nécessaire, nous partageons la justice. Lewis Macmillan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est levé et s'est dirigé vers un écran mural. Montre-leur le tableau, patron. L'écran s'anima, révélant un réseau complexe de connexions. Des noms, des photos, des dossiers financiers et des cartes de relations remplissaient l'écran comme une toile d'araignée de corruption. C'est ce que nous avons construit au cours de la dernière année, a expliqué Dereric. Une base de données complète d'avocats corrompus, de juges prédateurs, d'ex-épouses manipulatrices et des réseaux de soutien qui leur permettent. Nous savons qui ils sont, où ils vivent, ce qui les intéresse et, surtout, ce qu'ils craignent. Curtis siffla doucement. C'est vaste. Ce n'est que le début, dit Derek. Messieurs, je vous offre quelque chose que le système n'a jamais pu. Une vraie justice. Non pas le processus bureaucratique aseptisé qui nous a tous fait défaut, mais les conséquences réelles pour les personnes qui ont détruit nos vies. Tony Hunter, un ancien PDG dont la femme avait détourné des millions de dollars de son entreprise avant de divorcer, a pris la parole. Quel genre de conséquences? Derek regarda autour de la table, mesurant la détermination de chaque homme, celle qui fonctionne réellement. Ruine financière, destruction sociale, disgrâce professionnelle, et lorsque cela était nécessaire, il a fait une pause. Solution permanente. La pièce devint silencieuse. C'étaient des hommes qui avaient réussi, des hommes intelligents, mais c'étaient aussi des hommes qui avaient été poussés aux limites absolues de l'endurance humaine. Je ne te mentirai pas, continua Derek. Ce que je propose n'est pas légal. Ce n'est pas sûr et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez annuler une fois que vous êtes engagé, mais cela fonctionne. Il fit signe à Wayne. Monsieur Gibbs soutient sa fille. Ils vivent avec lui dans le Colorado et son ex-femme ne les dérangera plus. Que lui est-il arrivé? Curtis a demandé. Le sourire de Wayne était froid. Elle a découvert que certaines erreurs ont des conséquences permanentes. Jennifer Rodriguez, anciennement Jennifer Macmillan, purge actuellement une peine de 10 à 15 ans pour vol d'identité et fraude. Les preuves parviennent aux autorités compétentes. Derek a poursuivi, Monsieur les enfants de Macmillan sont de nouveau sous sa garde. L'avocat de son ex-femme a été radié du barreau et fait face à des accusations criminelles pour avoir facilité la fraude. Le juge qui a statué contre lui malgré des preuves évidentes de parjure fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale. Lewis hocha sombrement la tête. Mes filles ne se souviennent même pas d'avoir été absentes maintenant. C'est comme si leur mère n'avait jamais existé. Dereric se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Messieurs, j'ai appris quelque chose d'important dans ma propre situation. Le système ne fonctionne que si vous respectez des règles que vos ennemis ignorent. Mais une fois que vous arrêtez de jouer selon leurs règles, dès que vous commencez à jouer selon vos propres règles, tout change. Il se retourna pour faire face au groupe. Je ne vous demande pas de rejoindre un groupe de soutien. Je ne vous demande pas de trouver une solution, une guérison ou tout autre problème psychologique, je vous demande de rejoindre une guerre. Armando s'appuya contre le dossier de sa chaise. Une guerre contre quoi? Contre un système qui protège les prédateurs et punit les victimes. Contre les avocats qui profitent de la destruction des familles. Contre des juges qui peuvent être achetés. Contre les ex-femmes qui mentent, trichent, volent et manipulent pour parvenir à la victoire, tandis que les hommes bons perdent tout. Dereric retourna à sa place en bout de table. Chacun de vous possède des compétences, des ressources, des connexions. Ensemble, nous devenons quelque chose de plus puissant que n'importe quel avocat corrompu ou juge acheté. Nous devenons une force pour une véritable justice. Les hommes échangèrent des regards, pesant les implications de ce que proposait Dereric. Curtis parla le premier. Si nous faisons cela, si nous rejoignons votre réseau, qu'arrive-t-il à nos cibles? Le sourire de Dereric était arctique. Ils ont appris que les actes ont des conséquences. Ils ont appris que trahir les bons hommes est un jeu dangereux. Et ils ont appris que certaines personnes, poussées trop loin, deviennent des ennemis très dangereux. Et si nous nous faisons prendre, nous ne le ferons pas, a simplement répondu Dereric.
Parce que nous sommes plus intelligents qu'eux, mieux organisés qu'eux et plus motivés qu'eux. Nous n'avons plus rien à perdre, ce qui fait de nous l'ennemi le plus dangereux. Un à un, les hommes autour de la table acquiescèrent. Ils franchissaient une ligne, abandonnant le monde civilisé qui les avait abandonnés les premiers. Mais alors que Dererik regardait leurs visages, des visages marqués par la perte, la trahison et la rage, il sut qu'il avait trouvé son armée. Le réseau était complet. La guerre pourrait commencer. Chapitre 7. Point de non-retour. L'entrepôt avait été transformé en centre de commandement. Des rangées d'ordinateurs bordaient les murs. L'équipement de surveillance remplissait plusieurs tables. Et une grande salle de conférence contenait des cartes détaillées et des photographies de cibles dans 3 États. Le réseau de Derek s'est étendu à 47 hommes en 18 mois. Chacun apportant des compétences et des ressources uniques à leur guerre collective contre le système qui les avait fait échouer. Ce soir, ils ont affronté leur plus grosse opération à ce jour. Le juge Henry Harris était assis attaché à une chaise au centre de la pièce, sa toge judiciaire déchirée et tachée de sang. Le juge corrompu, qui avait présidé au divorce de Derek, et des dizaines d'autres comme lui, était sur le point de faire face à une justice d'un type différent. Votre honneur, dit Derek d'un ton moqueur, encerclant le juge lié. Tu te souviens de moi. Harris releva la tête avec difficulté. Son visage était enflé à cause des coups que Wayne lui avait infligés lors de sa capture. Derek, Danton, vous ne pouvez pas faire ça. Les gens me chercheront. En fait, ils ne le feront pas, a répondu Derek. Selon les documents officiels, le juge Henry Harris est actuellement en voyage de pêche au Canada. Votre secrétaire a des instructions spécifiques pour ne pas vous attendre avant 2 semaines. Derek a fait un signe de tête à Lewis, qui a transporté une télévision sur un chariot. L'écran s'est réveillé, montrant des images de surveillance des appartements de Harris au cours de l'année écoulée. Nous vous avons observé, Henry. Chaque réunion, chaque appel téléphonique, chaque le pot de vin que vous avez accepté. La voix de Dererik était conversationnelle, presque amicale. Saviez-vous que vous avez accepté de l'argent pour régler 17 cas de divorce au cours de la seule année écoulée? Les yeux de Harris s'écarquillèrent alors qu'il se regardait à l'écran accepter des enveloppes d'argent provenant de divers avocats. 43 000 $ de Stuart Gibson et son réseau, 27 000 $ du cabinet Morrison, 18 000 $ de Davison & Associates. Dererik a énuméré les montants avec une précision comptable. Tout cela pour garantir que les épouses riches prennent tout à leur mari, quels que soient les faits. C'est l'entraînement. Ces enregistrements sont illégaux. Illégal. Le rire de Dererik était dur. Henry, tu es attaché à une chaise dans un entrepôt abandonné sur le point d'être torturé par des hommes dont tu as contribué à détruire la vie. Je pense que nous avons dépassé le stade des préoccupations juridiques. Wayne s'avança, portant une boîte à outils qui était devenue sa marque de fabrique. Patron, nous sommes prêts à commencer. Dererik secoua la tête. Pas encore. Henry doit comprendre toute la portée de ce qu'il a fait. Dererik a pris une chaise et s'est assis directement devant le juge. Vous souvenez-vous de Charles Morrison? 43 ans, a perdu son cabinet médical suite à un divorce que vous avez présidé. Il s'est suicidé 6 mois plus tard. Le visage de Harris pâlit. Et David Thompson? A perdu son cabinet comptable et ses enfants dans votre salle d'audience. Il vit désormais dans sa voiture, complètement brisé. Derek continua à lire une liste. Marcus Webb, Robert Shinn, Daniel Foster, Thomas Mitchell, tous des hommes bons, tous détruits dans votre salle d'audience, le tout pour 2. L'argent que vous avez partagé avec des avocats corrompus. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. Vous ne vous souciez pas de savoir si quelqu'un est blessé, corrigea Dererik. Vous considériez les bons hommes comme de simples actifs à liquider à votre profit. Dererik se dirigeait vers l'endroit où attendaient plusieurs membres de son réseau. Curtis Kelly avait apporté des dossiers détaillés sur les crimes financiers de Harris. Kent Moreno disposait d'un équipement médical qui permettrait au juge de rester conscient tout au long de ce qui se passerait. Armando Mullen disposait d'outils d'interrogatoire militaire. Henry, je veux que tu rencontres quelques-uns de mes amis. Chacun d'eux a un intérêt personnel dans votre travail. Curtis s'avança. Juge Harris, vous vous souvenez de mon cas? Ma femme m'a accusé de violence domestique sans aucune preuve. Vous lui avez accordé la garde complète et m'avez ordonné de payer une pension alimentaire à une femme qui tentait de m'envoyer en prison. Harris déglutit difficilement. Inspecteur Kelly,
je respectais la loi. Le poing de Curtis s'écrasa sur la mâchoire de Harris, lui faisant basculer la tête sur le côté. Vous suiviez l'argent. L'avocat de ma femme vous a payé $8 000 pour ignorer les preuves prouvant que ces affirmations étaient fabriquées de toutes pièces. Kent se rapprocha. Ma licence médicale, ma carrière, ma réputation, tout a été détruit dans votre salle d'audience sur la base de preuves fabriquées. Avez-vous une idée de ce que ça fait de perdre tout ce pour quoi vous avez travaillé toute votre vie? Je suis désolé, Alta Harris. Je suis vraiment désolé. Désolé, ce n'est pas suffisant, dit doucement Doric. Désolé, cela ne répare pas les dégâts. Désolé ne ramène pas les hommes qui se sont suicidés. Désolé ne restaure pas les carrières que vous avez détruites ou les enfants que vous avez enlevés à leur père. Doric sortit son téléphone et composa le numéro. Meredith, sommes-nous prêts pour la diffusion? La voix de son assistant était nette et professionnelle. Tous les réseaux sont prêts, monsieur Danton. Derek fit un signe de tête à ses hommes, qui commencèrent à installer du matériel vidéo autour de la chaise de Harris. Henry, tu es sur le point de devenir célèbre. Tes aveux seront diffusés sur tous les grands réseaux d'information, toutes les publications juridiques et tous les tribunaux de la famille du pays. Je n'avouerai rien. Le sourire de Doric était froid. Oui, vous le ferez, car l'alternative est bien pire. Wayne s'est approché avec un appareil que Derek n'a pas reconnu. Quelque chose d'électronique avec des fils et des clips. C'est un petit quelque chose que j'ai appris dans l'armée, a expliqué Wayne à Harris. Il délivre des chocs électriques précisément contrôlés. Pas assez pour vous tuer, mais plus que suffisant pour vous donner envie de dire la vérité. Harris a commencé à lutter contre ces liens. C'est de la torture. C'est illégal. C'est ça la justice. Corrigea Doric. Le genre de justice que vous avez refusé à des dizaines d'hommes bons. Doric fit un signe de tête à Wayne, qui attacha l'appareil au doigt de Harris. Le cri du juge résonna dans l'entrepôt tandis que l'électricité parcourait son corps. Commençons par quelque chose de simple, dit Derek quand Harris arrêta de convulser. Combien d'argent avez-vous reçu en pot de vin au cours des 5 dernières années? Non, je ne le fais pas. Je ne peux pas. Un autre choc. Plus longtemps cette fois. Le corps de Harris se souleva contre la chaise alors qu'il hurlait de douleur. Combien d'argent, Henry? 200 000. Harris halta. Peut-être plus. Je ne sais pas exactement. Doric a pris note. Bien. Maintenant, combien de cas de divorce avez-vous réglé pour de l'argent? L'interrogatoire s'est poursuivi pendant 3 heures. À la fin, Harris avait avoué avoir réglé 47 cas de divorce, accepté des pots de vin totalisant plus de $300 000 et participé à un complot qui avait détruit des dizaines de familles. Doric a examiné la confession enregistrée, puis a fait un signe de tête à Curtis, qui a commencé à la télécharger sur des serveurs sécurisés dans le monde entier. Henry, vos aveux seront rendus publics dans exactement 24 heures. Vous disposez de ce temps pour décider si vous souhaitez comparaître devant la justice ou disparaître à jamais. Harris leva les yeux à travers ses larmes et son sang. Que veux-tu dire par disparaître? L'expression de Doric était absolument froide. Certains de mes associés croient en des solutions permanentes aux problèmes de corruption. Je les ai convaincus de vous donner une chance de faire face aux conséquences juridiques de vos crimes. Si vous fuyez, si vous essayez de vous cacher, si vous faites autre chose que de vous transformer en autorité fédérale, alors je les laisserai gérer cela à leur manière. Doric se pencha près de l'oreille de Harris, et leur voix n'implique pas de salle d'audience, de procédure régulière ou d'appel. Harris a été libéré 12 heures plus tard, jeté inconscient dans le parking du bureau extérieur du FBI avec ses aveux et preuves à l'appui. Il s'est réveillé pour trouver des agents fédéraux qui l'attendaient. Derek regardait les informations depuis son bureau, un sourire de satisfaction sur son visage. Le juge Henry Harris avait été arrêté pour corruption fédérale. 3 cabinets d'avocats faisaient l'objet d'une enquête. 2 autres juges avaient déjà démissionné en prévision d'inculpation. Le réseau fonctionnait. La guerre était en train d'être gagnée. Mais Doric savait que ce n'était que le début. Il y avait des centaines de fonctionnaires corrompus, des milliers d'avocats prédateurs et d'innombrables hommes brisés qui avaient besoin de justice. Son téléphone sonna. La voix de Meredith exprimait son enthousiasme. Monsieur Danton, nous avons reçu 47 appels d'hommes souhaitant rejoindre le réseau. La nouvelle se répand. Doric regarda les lumières de la ville.
Pensant que toutes les familles étaient détruites à ce moment précis par le système, il les démantelait systématiquement. Planifiez les réunions, dit-il doucement. Il est temps d'étendre les opérations. Le gambit du diable fonctionnait parfaitement. Chapitre 8. Le bilan. 2 ans après The Warhouse, Dererik se tenait dans le hall en marbre du palais de justice fédéral de Chicago. Il portait un costume anthracite sur mesure et se comportait avec la confiance tranquille d'un homme qui s'était reconstruit à partir de rien pour devenir quelque chose de bien plus dangereux que quiconque ne le soupçonnait. Le procès de Stuart Gibson faisait la une des journaux depuis des semaines. L'ancien avocat était assis à la table de l'accusé, vêtu d'une combinaison orange, son visage autrefois arrogant creux et brisé. À côté de lui était assis son avocat commis d'office, un défenseur public qui semblait dépassé par l'ampleur de l'affaire. Derek prit place à la tribune, entouré de 43 hommes devenus ses frères d'armes. Chacun avait obtenu justice grâce au réseau construit par Dererik. Chacun avait contribué à la destruction systématique de la corruption qui les avait presque tous détruits. Le procureur, une femme aux yeux perçants nommée Sarah Chan, se leva pour présenter sa plaidoirie finale. Derek l'avait rencontré des mois plus tôt, lui fournissant des preuves garantissant que la condamnation de Stuart serait rapide et décisive. Mesdames et messieurs du jury, commença Shine. Au cours des 3 dernières semaines, vous avez entendu des témoignages sur une entreprise criminelle qui a détruit des dizaines de familles dans cet État. Stuart Gibson n'était pas qu'un avocat corrompu. Il a été l'architecte d'un système conçu pour s'attaquer aux mariages vulnérables et dévaster les hommes innocents. Dererik observa la réaction de Stuart tandis que Chin détaillait ses crimes. L'homme qui s'était autrefois moqué des tentatives pathétiques de Dererik pour sauver son mariage était désormais brisé et vaincu, risquant la prison à vie. Les éléments de preuve montrent que M. Gibson ciblait spécifiquement les hommes qui réussissaient et dont les mariages étaient en difficulté. Il se liait d'amitié avec leurs femmes, les manipulait dans leurs affaires, puis facilitait les divorces qui laissaient ces hommes ruinés financièrement et émotionnellement. Chin se dirigea vers le box des jurés, sa voix remplie d'une juste colère. Charles Morrison, mort par suicide. David Thompson, sans abri et brisé. Marcus Webb, séparé de ses enfants depuis 3 ans. Ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont vies humaines détruites par la cupidité de l'accusé. Dererik ressentit une froide satisfaction tandis que les épaules de Stuart tremblaient à cause de ce qui aurait pu se produire. Le prédateur était devenu une proie et il comprenait enfin ce que ses victimes avaient ressenti. L'accusation a présenté des preuves accablantes de complot, de fraude, de racket et de complot en vue de commettre un meurtre dans le cas de Charles Morrison, dont le suicide était le résultat direct de la manipulation de M. Gibson. Derek sourit légèrement. L'accusation de meurtre était sa contribution. Preuve que Stuart avait tourmenté psychologiquement Morrison dans les semaines précédant sa mort, le poussant essentiellement au suicide. Le système judiciaire qualifie cela de complot en vue de commettre un meurtre. Derek appelait ça la justice. L'avocat de Stuart a tenté sans enthousiasme de se défendre, affirmant que son client faisait simplement son travail d'avocat spécialisé en divorce. Mais les preuves étaient accablantes. Les dossiers financiers, les conversations enregistrées, les témoignages des victimés, le plus accablant de tous, les propres aveux de Stuart depuis l'entrepôt. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Coupable sur tous les plans. Dererik a vu Stuart s'effondrer alors que le verdict était tombé. Lire. L'homme qui avait détruit la famille de Dererik risquait la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais l'expression de Dererik restait froide, insensible à la dépression de Stuart. À l'extérieur du palais de justice, Dererik a été approché par un jeune journaliste. « Monsieur Danton, qu'est-ce que ça fait de voir le petit ami de votre ex-femme condamné ?» Le sourire de Dererik était glacial. La justice a un moyen de retrouver tout le monde. Stuart Gibson a détruit des familles pour le profit. Il va désormais passer le reste de sa vie à payer pour ses crimes. Avez-vous un message pour d'autres hommes qui pourraient vivre des situations similaires? Derek regarda directement la caméra. Ne laissez personne vous dire que vous devez accepter l'injustice. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes impuissant. Parfois, lorsque le système échoue, les hommes de bien doivent créer leur propre justice. Le journaliste n'a pas compris le sens profond des paroles de Dererik. Mais partout dans le pays, les hommes trahis et abandonnés l'ont parfaitement compris. Le réseau de Dererik comptait plus de 300 membres dans 12 États. Chacun une réussite de vengeance et de rétribution. Ce soir-là, Dererik a organisé une fête dans son club privé.
Les hommes qui avaient contribué à la chute de Stuart Gibson levèrent leur verre en signe de triomphe. À la justice, dit simplement Dörerick. À la justice, répéta la salle. Mais l'esprit de Dörerick passait déjà à la phase suivante. Stuart avait fini, mais il y en avait d'autres. Tracy travaillait au salaire minimum et vivait dans la pauvreté, exactement comme Dörerick l'avait prévu. David avait abandonné ses études universitaires et travaillait dans le bâtiment. C'est une justice ironique que le fils de Dörerick fasse désormais le travail qu'il méprisait autrefois. Le juge Harris purgeait 15 ans dans une prison fédérale. Sa tentative de suicide 6 mois plus tôt avait échoué, le laissant handicapé permanent, mais toujours en vie pour faire face aux conséquences de sa corruption. Le réseau corrompu qui avait permis à ses prédateurs de s'effondrer était en train de s'effondrer. 17 juges ont été inculpés, 43 avocats font face à des accusations criminelles et des centaines de dossiers de divorce frauduleux ont été annulés. Derek avait gagné la guerre, mais la victoire semblait vide de sens. Il a eu sa vengeance, sa justice, son châtiment. Mais il avait également perdu tout ce qui comptait autrefois pour lui, sa famille, son fils, toute chance d'établir des liens humains normaux. Curtis Kelly s'est approché de lui alors que la célébration touchait à sa fin. « Patron, quelle est la prochaine étape ?» Derek regarda autour de lui les hommes qui étaient devenus son armée. Des hommes brisés qui avaient été reforgés en instruments de justice. Des hommes qui ne seraient plus jamais des victimes. Nous nous développons, dit doucement Dörerick. Il y a des hommes partout dans ce pays qui sont détruits par le même système qui a tenté de nous détruire. Nous les trouvons. Nous les aidons. Nous leur apprenons qu'ils ne doivent pas accepter la défaite. Dörerick se dirigea vers la fenêtre donnant sur la ville. Quelque part là-bas, des hommes bons perdaient leur famille, leurs enfants, l'œuvre de leur vie à cause de prédateurs comme Stuart Gibson. Mais désormais, ces hommes avaient une alternative au désespoir. Ils avaient le réseau de Dörerick. Ils savaient que la justice, la vraie justice, était possible s'ils étaient prêts à se battre pour elle. Le téléphone de Dörerick a sonné avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Ma femme m'a quitté pour son avocat. J'ai tout pris. Besoin d'aide? Dörerick sourit et répondit. Adresse. La guerre ne serait jamais vraiment terminée. Il y aurait toujours plus de prédateurs, plus de corruption, plus d'hommes bons qui avaient besoin que quelqu'un leur apprenne qu'ils n'étaient pas impuissants. Dörerick était devenu quelque chose à coasser.